Bonsoir, il est 20h à Conakry, vous êtes sur KVTV et vous avez bien raison, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Depuis le 15 janvier 2025, les 50 docteurs PhD récemment recrutés par l'État guinéen ont suspendu les cours dans les institutions d'enseignement supérieur pour non-respect des engagements, malgré les promesses du ministère de l'Enseignement supérieur de régler la situation. Dès ce 31 janvier, ces enseignants réclament de plus que des arriérés. Les planchettes coraniques, ces morceaux de bois sur lesquels les élèves écrivent des versets coraniques à l'encre cèdent de plus en plus la place. Face à l'émergence des livres électroniques, les vendeurs de planchettes ne refoulent plus du monde. Vous le verrez dans un instant. La composition des différents groupes de la CAN Maroc 2025 est désormais connue. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi à Rabat. 6 groupes de 4 équipes sont prévus avec une participation de 24 nations. Plus de précisions à suivre. Bonsoir. Les enseignants-chercheurs recrutés par l'État guinéen de l'extérieur du pays pour le renforcement du système d'enseignement au sein des universités et instituts ne sont pas satisfaits de leur traitement. Ils dénoncent le non-respect des engagements de la part de l'État. Ces enseignants ont d'ailleurs suspendu les cours depuis le 15 janvier dernier dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. En Soubaïlo Baldé. Il est parmi les 50 enseignants-chercheurs recrutés et engagés par l'État guinéen dans le cadre de l'amélioration du niveau d'apprentissage au sein des universités et instituts. Après plusieurs mois d'exercice, Galissa Hadi Diallo et ses camarades employés pour le travail ne se sentent pas bien traités par l'État guinéen. Tout le monde s'est déployé, ils ont commencé à dispenser les cours, mais en réalité, ils n'ont pas perçu quoi que ce soit. Donc, non seulement le salaire qu'on leur avait promis, l'attractivité dont on a parlé au départ, n'a pas été respecté, mais le peu qu'on leur doit, ça n'a pas été donné, malgré le fait qu'ils se soient déployés dans les différents instituts de l'enseignement supérieur du pays. Ces enseignants-chercheurs ne réclament pas seulement le paiement des salaires, ils demandent en même temps le financement des projets de recherche qu'ils ont à leur niveau pour le bien des institutions d'enseignement supérieur, informe Galissa Hadi Diallo. Même si aujourd'hui on paye le salaire, même si on l'augmente, c'est pas ça. Il faut penser au financement de la recherche. Il y a plein de projets. Il y a plein de projets sur lesquels les gens veulent travailler, sur les questions d'élevage, sur les questions d'agriculture, sur les questions d'environnement, sur la question d'écologie, sur la préservation de cette mangrove, sur la préservation de ce que nous avons de plus précieux, le fleuve Niger, qui ravitaille les autres pays, sur le Fouta Jalon, là où on a plusieurs fleuves qui prennent source et qui ravitaillent les autres pays. Si on laisse mourir cela, nous laissons mourir la puissance que nous pouvons avoir pour ce pays et qui permettrait à ce pays d'avoir une voix au niveau continental et sous-régional. Le déploiement de ces enseignants-chercheurs dans les institutions d'enseignement supérieur a eu lieu au mois d'octobre 2024 et depuis le 15 janvier dernier, ils ont suspendu les cours dans les universités et instituts publics du pays, selon Galissa Hadi Diallo. Le tronçon Kagbélé-Sanoya est dans un état de dégradation poussé. Des travaux de bitumage qui étaient engagés sur cette voie il y a des mois restent bloqués et les usagers y vivent en calvaire sur place. Les appels pour l'amélioration de la situation avant l'arrivée des grandes pluies se multiplient. Le reportage de Guy Babari et Ousmane Kamara. Nous sommes sur le tronçon Kagbélé-Sanoya, un trajet autrefois très pratiqué, mais à cause de son état actuel de dégradation, certains usagers sont obligés de contourner pour rejoindre l'autre coin de la route, nous confie Amadou Diallo, conducteur de moto-taxi. Nous ne gagnons pas assez de clients car ils nous obligent à contourner. Et quand on leur dit d'augmenter le transport, ils refusent, alors que cela ne nous arrange pas. L'État doit revoir cette situation. Ils ont trop duré sur les travaux ici et nous souffrons. Ils n'ont qu'à finir avec cette route. C'est tout ce que nous demandons. Difficile pour ceux qui décident d'affronter le calvaire de circuler librement. De gros trous visibles par endroits avec des risques de panne de leur engin. À cela s'ajoute la poussière qui se dégage suivant le passage des gros porteurs. Amadouba, conducteur de moto-taxi, fait une invite à l'État.
Vraiment, c'est très important. La poussière et les trous que vous voyez nous fatiguent beaucoup. Durant toute l'année 2024, c'est comme ça. Et au moment de la saison des pluies, c'est pire. Ils doivent recommencer les travaux avant l'arrivée de la pluie. Sinon, nous allons continuer à souffrir avec ça. La situation est préoccupante pour les usagers du tronçon Kagbelen-Sanoya. Piétons et conducteurs abandonnent petit à petit cette route. C'est pourquoi ils sollicitent la finalisation des travaux avant l'arrivée de la saison des pluies. Pour l'heure, le calvaire continue pour les pratiquants de cette route. Autrefois utilisées dans l'apprentissage du Coran, les planchettes sur lesquelles les élèves écrivaient des versets coraniques à l'encre sont de moins en moins prisées. Avec l'émergence des livres coraniques modernes, le quotidien des vendeurs de ces morceaux de bois est bouleversé, plongeant certains dans l'incertitude. Le témoignage d'un vendeur de planches coraniques, c'est dans ce reportage de Khadija Kaba. Connu dans l'apprentissage des versets coraniques, ces planchettes sont quasiment en voie de disparition à Conakry. L'adoption des livres coraniques par plusieurs personnes impacte l'activité des vendeurs des planchettes. Ils peinent à s'en sortir. Cependant, cette modernisation laisse un vide culturel et traditionnel. Mahmoud Bari est vendeur. Il exprime son désarroi face à ce changement. Actuellement, l'apprentissage du Coran se fait avec les livres. Nous, à notre époque, c'était avec les planchettes. Nous avons appris ce métier avec nos parents. Aujourd'hui, l'usage excessif de ces livres impacte négativement nos activités. Ceux qui enseignent les enfants sont des oustas. Ils n'utilisent que les livres coraniques. Dans les temps, il fallait d'abord débuter par les planchettes avant de poursuivre avec le livre. Parce que, à mon humble avis, c'est toujours mieux de commencer l'apprentissage par les planchettes. C'est plus facile d'apprendre à mémoriser avec ces tablettes en bois. Déjà, l'obtention de ces planchettes coraniques n'est pas chose facile. Mahmoud Bari est parfois obligé de se rendre à l'intérieur du pays pour chercher ses bois. Nous partons jusqu'à l'intérieur du pays pour chercher ces bois. C'est à nous de payer les bûcherons, les piroguiers et les chauffeurs pour les transporter. Actuellement, c'est difficile de se fournir en bois. En dépit des difficultés qu'il rencontre dans le commerce des planchettes coraniques, Mahmoud Bari parvient tout de même à tirer son épingle du jeu. De nos jours, le marché des tablettes en bois connaît une véritable descente aux enfers. Les livres coraniques ont pris le dessus dans les marquages. Mais malgré tout, on s'en sort un peu quand même. La révolution dans les outils d'apprentissage des versets du Coran explique ce changement en milieu urbain auquel modernité et tradition peinent à coexister. La vente du bois, une activité génératrice de revenus pour plusieurs personnes en Guinée au port de Kaporo. Dans la commune de Ratouma, des hommes et des femmes s'intéressent à la commercialisation du bois, communément appelée Kinsi. Une activité, si elle n'est pas réglementée, peut affecter l'environnement. Ces acteurs de la filière bois se disent obligés d'exercer cette activité pour gagner leur vie. Amanatou Diallo et Ousmane Kamara ont rencontré ces acteurs. Nous sommes au port artisanal de Kaporo dans la banlieue de Conakry. Ici, hommes et femmes vendent du bois pour leurs besoins et facilitent le business du bois dans la capitale guinéenne. C'est le cas d'Ali Silla. Il exerce cette activité depuis plus de 25 ans. Il nous parle de ses débuts dans le commerce du bois. C'est la brousse que nous travaillons. Donc, dans cette brousse, on ne doit pas la détruire. C'est par manque de moyens que nous aussi on fait ça. Aujourd'hui, on a des gardes forestiers qui nous empêchent de couper les bois.
Mamata Bangoura, mère de plusieurs enfants, vend du bois malgré les risques liés à cette activité. Elle demande l'accompagnement des autorités pour faciliter l'exercice de son activité. Quelquefois, les autorités demandent à ce qu'on ne coupe pas le bois. Pourtant, si cela est interdit, nous allons énormément souffrir, car nous n'avons aucune autre activité si ce n'est que la vente du bois. Nous demandons aux autorités de nous faciliter la tâche pour l'obtention du bois, afin que nous puissions prendre soin de nos familles. Après plusieurs années dans le business du bois, certains finissent par céder la place. C'est le cas de la famille Camara où Alassane a hérité de son père. En dépit de quelques plaintes, le jeune Camara prend du plaisir à exercer le métier. Je viens de commencer, j'ai passé des clients comme ceux qui ont fait beaucoup de temps ici, qui ont fait 5 ans, 10 ans. Ce n'était pas mon idée de venir, d'être là, d'être ici. Vous voyez. Mais c'est à cause de mon papa parce que la vieillesse est venue, il est fatigué parce que lui, il a fait tout son temps dans l'affaire du bois. Et c'est dans ça aussi qu'il a construit. Le port artisanal de Kaporo regroupe les bûcherons chargés de couper les bois, les transporteurs et les vendeurs qui écoulent le produit. Chacun en sa manière trouve une façon de subvenir à ses besoins. C'est pourquoi ils tendent la main aux autres jeunes de s'intéresser à une activité génératrice de revenus qui sûrement va réduire le taux de chômage et de la précarité en Guinée. Le tournoi de la Ligue majeure des institutions bat son plein avec des demi-finales intenses qui ont tenu toutes leurs promesses pour cette première édition qui donne vie aux rêves des jeunes sportifs. De belles affiches et des rebondissements ont ponctué les différentes rencontres. Retour sur les moments forts de la série masculine et féminine avec Germaine Mansaré. Au stade de la mission à Kaloum, la deuxième demi-finale de la série masculine a opposé le ministère de la Jeunesse et des Sports à la Caisse nationale de sécurité sociale. Après un score nul et vierge de 0 but partout, au terme des 90 minutes, tous ces jeux lors des tirs au but. L'équipe du ministère de la Jeunesse et des Sports s'est montrée plus efficace, décrochant ainsi son ticket pour la finale. Ça n'a été pas facile pour nous, parce que en fait l'adversaire nous a dominés en première mi-temps, mais les enfants ont resté toujours concentrés. Ils n'ont pas du tout perdu l'espoir. Je les ai toujours encouragés depuis la première mi-temps. Je les ai encore donné la force pour qu'on puisse aller en finale. Félicitations à tout le monde, félicitations aux joueurs. Déjà, c'était une promesse encore de leur part. On m'a promis et ils ont fait encore, je les remercie infiniment. Inch'Allah, cette coupe, ça sera chez nous. Dans la série féminine, la première demi-finale s'est déroulée dans le même stade. Une rencontre qui a opposé la direction des impôts et le groupe Adafo Media. À l'issue d'un match disputé, la direction des impôts l'a emporté sur le score de 2-1. Le coach de l'équipe victorieuse a salué l'effort collectif qui a permis cette qualification. Mon objectif d'abord, c'est pour aller en finale. Grâce à le bon Dieu, je suis allé en finale aujourd'hui. Maintenant, mon objectif, c'est pour gagner, remporter la coupe. Notre force, c'est la préparation. On avait très préparé cette compétition-là. On avait fait 5 matchs amicaux. On a gagné 3 fois. On a fait une match ligne. Après, on a perdu une fois. En revanche, Mariam Bangoura de l'équipe battue a exprimé sa déception après l'élimination. Bon, le match a été bien passé. Mais ce qu'on voulait, malheureusement, on n'a pas eu ça. Bon, je vais juste encourager au niveau de la défense. Bon, il n'y avait pas l'entente entre les défenseurs et la gardienne de but. Bon, on a eu des difficultés au niveau de là-bas et au milieu du terrain. Bon, c'est pourquoi on n'a pas pu évoluer pour gagner ce match. La grande finale prévue ce week-end opposera en série masculine le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'équipe d'Ecobank. En série féminine, la direction des impôts affrontera son adversaire pour le titre. Une rencontre décisive pour cette première édition du tournoi. On connaît désormais le calendrier de la CAN Maroc 2025. La compétition va commencer en fin d'année 2025 avec une participation de 24 nations. Le tirage au sort a désigné la composition des différents groupes lundi soir à Rabat.
Les Lions de l'Atlas affronteront le Mali, la Zambie et les Comores. De son côté, la Côte d'Ivoire, championne en titre, est dans le même groupe que le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Commentaire, Mamadou Tanouba. Le Maroc, pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, lancera la compétition contre les Comores. Les Lions de l'Atlas héritent d'un groupe assez abordable où figurent également le Mali et la Zambie. Le champion en titre, la Côte d'Ivoire, a également été fixé. Son groupe F n'est pas le plus simple car il se retrouve avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique qui seront ses adversaires. Dans la poule E, l'Algérie affrontera le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Les Super Eagles du Nigeria, finalistes malheureux en 2023, joueront contre la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Le pharaon Mohamed Salah et l'Égypte sont logés dans le même groupe que l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Le Sénégal, champion de 2021, affrontera la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Cette édition de la CAN se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Elle promet des affrontements palpitants dans 6 villes marocaines, à savoir Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger. Restons avec vous, Mamadou Tanouba, pour dire que des tirs résonnent ce mardi encore dans certains quartiers de Goma, grande ville de l'Est de la RDC. La ville est livrée au combat entre forces armées congolaises et combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises dans la capitale Kinshasa. Des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda ce matin. Suivez. Ces derniers jours, l'étau s'est resserré. Des troupes du M23 appuyées par l'armée rwandaise sont entrées dans plusieurs quartiers de la ville de Goma dans la nuit de dimanche à lundi. Selon des informations fournies par plusieurs hôpitaux, au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 370 blessés. Les hôpitaux de Goma sont submergés de blessés et de nombreux corps jonchent les rues de la ville, a affirmé l'ONU lors d'un point de presse ce mardi. La distribution d'aide alimentaire a été suspendue en raison de la situation sécuritaire. La situation humanitaire reste extrêmement inquiétante, s'est alarmée l'Organisation des Nations Unies. Goma compte environ 1 million d'habitants et plusieurs déplacés. Un sommet extraordinaire des États de l'Afrique de l'Est consacré à la situation chaotique dans l'Est de la RDC aura lieu ce mercredi 29 janvier. Selon le président kenyan qui assure la tête de l'organisation régionale, à la fois le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi ont confirmé leur participation. Plusieurs ambassades, dont celle de la France, ont été attaquées ce mardi à Kinshasa par des manifestants qui dénoncent le conflit dans l'est du pays. Les ambassades du Rwanda, de la France, de Belgique ainsi que des États-Unis ont été ciblées. De la fumée s'échappe du bâtiment de la représentation française. C'est la fin de cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.